Joja ASMR. Qui est l'homme au masque de fer? C'est un grand mystère encore aujourd'hui et j'ai choisi de t'en parler ce soir. Ce soir, on va parler de son histoire et on va aussi se poser des questions. Il faut savoir que l'homme au masque de fer, ou plus communément appelé le masque de fer tout court, est un célèbre prisonnier, je dirais même le prisonnier le plus célèbre de l'histoire de France. L'histoire se passe à la fin du XVIIe siècle et personne ne connaît ni son identité ni le motif de son incarcération. Alors, pour commencer, le tout premier homme qui va évoquer son existence pour la première fois, c'est Voltaire. Voltaire qui publie un ouvrage en 1751 appelé Le siècle de Louis XIV, et notamment au chapitre 25, il parle de cet homme et je vais notamment lire un petit extrait. Sur mon autre portable, si ça veut bien marcher. Voilà. Alors, quelques mois après la mort de ce ministre, là il parle du ministre Mazarin, qui est un très grand ministre de cette époque-là. Il arriva un événement qui n'a point d'exemple, et ce qui est non moins étrange, c'est que tous les historiens l'ont ignoré. On envoya dans le plus grand secret, au château de l'île Sainte-Marguerite, dans la mer de Provence, un prisonnier inconnu, d'une taille au-dessus de l'ordinaire, jeune et de la figure la plus belle et la plus noble. Ce prisonnier dans la route portait un masque dont la mentonnière avait des ressorts d'acier, qui lui laissait la liberté de manger avec le masque sur son visage. On avait ordre de le tuer s'il se découvrait. Il resta dans l'île jusqu'à ce qu'un officier de confiance nommé Saint-Mars, gouverneur de Pignerol, ayant été fait gouverneur de la Bastille, l'an 1690, l'alla prendre à l'île Sainte-Marguerite et le conduisit à la Bastille, toujours masqué. Et il continue un peu plus à parler de lui. Mais Voltaire va tout au long de sa vie parler, ajouter des trucs dans cet ouvrage sur cet homme. Et notamment, près de 20 ans après la première publication de cet ouvrage, il va émettre une hypothèse selon laquelle cet homme serait un frère aîné de Louis XIV et que cette histoire est un secret d'État. Alors moi je me suis posé la question, est-ce que Voltaire n'aurait pas inventé cette histoire tout simplement? Mais avec la suite on va découvrir que non. Le deuxième homme qui en parle et qui va d'ailleurs faire connaître réellement cette légende à tout le monde et qui va s'inscrire dans la légende populaire, c'est Alexandre Dumas, et qui s'inspire de cette histoire et en fait un personnage dans son roman Le Vicomte de Bragelonne. Et la légende naît. Ensuite, c'est Marcel Pagnol, en 1965, qui écrit un essai, Le secret du masque de fer. Lui, il atteste, petite nuance, qu'il s'agirait du frère jumeau de Louis XIV. Et là, on tombe sur toute une liste d'hypothèses, puisque à ce jour, il y a
lui non plus, puisque chronologiquement, il a été vu même après l'incarcération du masque de fer, donc ça n'est pas possible. Ensuite, on a suggéré que ça pourrait être le comte de Vermandois, cette fois-ci le fils illégitime de Louis XIV. Ça fait beaucoup d'enfants illégitimes, mais pareil, il est mort sur le champ de bataille à 16 ans, donc chronologiquement ça va pas non plus. On a encore plein de thèses un peu farfelues, je dois dire. Par exemple, on a cru que ça pouvait être un patriarche arménien, ou bien même une femme, ou alors Molière parce que selon la personne qui propose cette théorie, il aurait été arrêté à la demande des jésuites et on lui a mis un masque parce qu'on l'a dit mort, mais pour pas qu'il soit reconnu, on lui met un masque. C'était un subterfuge ou je sais pas quoi. Mais ce n'est bel et bien pas Molière. Et il y a encore d'autres thèses, mais la thèse la plus plausible, on va dire, mais selon moi non, ce serait que ce soit un frère de Louis XIV. Alors pour moi, bien sûr tout le monde n'est pas d'accord, mais moi je ne suis absolument pas d'accord, puisque déjà à l'époque, la reine était constamment entourée d'une cour, donc je ne vois pas comment elle aurait pu dissimuler une grossesse. Et en plus les accouchements royaux étaient en public, se passaient en public, donc je ne vois pas comment on aurait pu cacher un enfant ou échanger ou quoi que ce soit. Et puis en plus la reine était quand même avait une réputation d'être assez pieuse, donc je la vois pas avoir pris un amant en cachette ou je ne sais pas quoi. Donc pour moi ça ne peut pas être un frère de Louis XIV. Et puis en plus, connaissant un peu la personnalité de Louis XIV, j'ai du mal avec son ego, avec son orgueil, de l'imaginer à traiter comme ça, même si c'est un demi-frère ou quoi, quelqu'un de sa famille, et bien de le traiter comme on va le voir. Donc je ne crois pas absolument, mais vraiment absolument pas à cette thèse. Mais bon, on va s'appuyer sur une correspondance d'une centaine de lettres. Une correspondance constituée d'une centaine de lettres entre le ministre Louvois, qui est un très grand ministre de Louis XIV, et le gardien de l'homme au masque de fer, Monsieur de Saint-Mars. Et je me demande même si c'est, mis à part Louvois et donc lui-même Monsieur de Saint-Mars, si ce ne sont pas les deux seuls à connaître le secret de l'homme au masque de fer. Tu vas voir pourquoi. Les lettres donnent quelques détails, mais elles restent quand même assez imprécises, d'où le mystère. Tout commence en 1665 à Pignerol. Pignerol qui à l'époque est une citadelle française et qui aujourd'hui est actuellement en Italie. Monsieur de Saint-Mars, à cette époque, devient gouverneur du donjon de Pignerol. Alors qui est Monsieur de Saint-Mars ? C'est à la base un homme de petite naissance. Il a été mousquetaire. Il a notamment arrêté le collaborateur et grand ami de Nicolas Fouquet. Et comme il a très bien accompli cette mission, il a bien été vu par le roi. Et
Louvois et Saint-Mars commence au moment, en même temps que la captivité de Fouquet. Et à partir de 1669, donc Fouquet est toujours enfermé, il est muré dans une solitude assez atroce. On lui permet pas de voir qui que ce soit, on lui donne même pas un livre, rien. Le roi vraiment abat sa vengeance sur ce pauvre Fouquet. Et donc en 1669, au même moment, dans une lettre que Louvois écrit à Saint-Mars, on peut voir pour la première fois qu'il parle de l'arrivée d'un prisonnier. Et là il précise, donc là c'est Louvois qui écrit à Saint-Mars: ce prisonnier, il faut que vous preniez à son égard des précautions telles que vous n'en avez jamais prises. Le prisonnier a été arrêté par monsieur de Nanana, je ne sais plus son nom, à Calais. Il va vous être amené à Pignerol. Alors il faut que vous aménagiez une cellule pour lui spécialement, de telle façon que la fenêtre de cette cellule donne en un lieu où personne ne pourra passer, où personne ne pourra entendre ce que dira ce prisonnier, où le prisonnier ne pourra pas entendre ce qu'on dit du dehors. Quant à la porte, il faut qu'il y en ait trois portes afin qu'à aucun moment on ne puisse entendre le prisonnier. Et ce prisonnier, c'est vous, monsieur de Saint-Mars, qui chaque jour irez lui porter son nécessaire, sa nourriture. Et je vous interdis, vous, monsieur de Saint-Mars, d'écouter jamais ce prisonnier. Si jamais il voulait vous parler, si jamais il voulait vous dire ce qu'il a fait avant de venir à Pignerol, ce à quoi il a été employé, alors il faudrait le faire mourir. Donc là, on peut décidément voir qu'on attache à cet homme une très grande importance. Et là, on voit que ça rigole pas, même Louis XIV va écrire à monsieur de Pienne, qui est le gouverneur de Pignerol et on va dire le supérieur en quelque sorte de monsieur de Saint-Mars. Et donc Louis XIV lui demande de mettre au service de monsieur de Saint-Mars toute la force armée, toute la force dont il dispose, rien que pour ce prisonnier. Et Louis XIV va écrire personnellement à monsieur de Saint-Mars: monsieur de Saint-Mars, je compte sur vous. Vous ne devez avoir aucune espèce de communication avec le prisonnier qui va vous être amené. Alors à ce moment-là, monsieur de Saint-Mars effectue des travaux pour construire spécialement pour ce prisonnier une cellule. Les travaux vont coûter très très cher. Et ce qu'on sait pour le moment, car Louvois va le dire, va le mentionner, c'est qu'il s'appelle, ce prisonnier, Eustache d'Auger. Eustache d'Auger, et qu'il s'agit d'un valet. J'ai l'impression que c'est la fin d'une bonne blague. Toutes ces mesures considérables, même, c'est un prix financier assez lourd pour tout ça, pour un simple valet. Il y a quelque chose qui sonne un peu faux, je ne sais pas, mais... Alors il arrive, ce prisonnier. 5 ans passent. Il ne parle à personne, mis à part... en fait non, il voit juste monsieur de Saint-Mars une fois par jour, mais il lui parle même pas parce que du coup il n'a pas le droit. Et donc
donc il est réduit à une solitude pareille à atroce. Et on dit que d'autres prisonniers qui ont eu le même traitement deviennent fous, mais pas lui. C'est ça qui est assez surprenant. Et puis là, quelque chose va changer. Après que 5 années se sont passées, il y a un nouveau prisonnier qui arrive. Il s'appelle Lauzun. Lauzun, c'est un petit gentilhomme. J'ai envie de dire un ignoble opportuniste qui a essayé d'épouser la grande mademoiselle, la cousine germaine de Louis XIV. Mais il a causé des ennuis à Louis XIV et du coup Louis XIV l'envoie à Pignerol pour qu'il soit emprisonné. Et donc Lauzun, qui est quand même un homme d'une certaine condition un peu élevée, a besoin d'un valet. Et Monsieur de Saint-Mars a une idée. Il propose qu'on donne le masque de fer, l'homme au masque de fer comme valet à Lauzun. Ce à quoi Louvois répond que ce n'est pas possible, il n'est pas du tout d'accord. Il dit surtout ne faites pas ça. Bon, quelque temps se passe encore, et un des deux valets de Fouquet, rappelez-vous, l'autre grand prisonnier de ce donjon, meurt. Et de nouveau, Monsieur de Saint-Mars propose l'homme au masque de fer pour travailler en tant que valet, mais pour Fouquet. Et là, Louvois est d'accord. Surprise quand même, Daugé sort de sa cellule où il est enfermé dans sa solitude et commence une vie presque normale limite. Fouquet a en effet un bel appartement. Il est prisonnier, mais il a un bel appartement. Daugé a du coup un camarade, La Rivière, il s'appelle La Rivière, qui est l'autre valet. Et tout ça, ça dure 5 ans. Donc là est la limite, j'ai envie de dire, c'est sa période la plus heureuse pour ce pauvre homme. Et notamment, Fouquet lui-même va obtenir des mesures plus douces à son traitement. Il peut par exemple recevoir des visites extérieures ou même de l'intérieur. Par exemple, il va voir Lauzun, l'autre prisonnier. Il peut aussi se promener sur les remparts de la forteresse. Bref, il bénéficie d'une certaine souplesse. Mais là, on se pose la question, mais attends, Fouquet a le droit de se promener un peu n'importe où, hein. Hors de sa cellule, il peut voir d'autres gens, mais en même temps, il voit l'homme au masque de fer qui peut peut-être lui révéler le secret, et donc Fouquet, eh bien, répandre ce secret. Oui, mais là, Louvois a tout bien préparé, j'ai envie de dire. Parce qu'en fait, en donnant Daugé, donc l'homme au masque de fer, à Fouquet, eh bien, il savait que Fouquet n'allait jamais sortir, donc le secret ne pourrait jamais aller au-delà de cette prison. Alors que Lauzun, pourquoi il n'a pas accepté? Eh bien parce que Lauzun, lui, il finirait par sortir. Mais ça reste quand même assez bizarre. Pourquoi une telle différence de traitement? Mais encore
avec Fouquet. Bref, il fait sa petite vie, voilà. Mais quand Lauzun entre dans l'appartement de Fouquet, on remet tout de suite Daugé dans sa cellule pour qu'il soit à l'abri. Et de toute façon, il rentre tous les soirs dans sa propre cellule pour y dormir. Et c'est ça l'idée de Louvois. En fait, on le cache en quelque sorte dès qu'il y a Lauzun, mais aussi d'autres étrangers en fait, qui viennent pour voir Fouquet. Et comme ça, le secret est bien à l'abri. En 1680, Fouquet meurt. Et quand on nettoie sa chambre, là on y découvre un trou situé dans le mur qui sépare son appartement et l'appartement de Lauzun qui est juste à côté. Un trou qui en fait a été fait par l'un des deux, peut-être Lauzun, pour communiquer ensemble en dehors de la présence de Monsieur de Saint-Mars. Et à ce moment-là, Monsieur de Saint-Mars s'affole parce que Daugé a sûrement pu révéler le secret à Fouquet, mais Fouquet a pu parler du secret à Lauzun via ce trou, ou alors Lauzun a pu voir à travers le trou Daugé et donc connaître son existence. Ce qui montre à quel point ce que savait Daugé était tellement important que pour Louvois, que Louvois envoie une lettre à Fouquet quand il était encore vivant. Et il lui dit: Monsieur Fouquet, le roi a un service à vous demander. Il veut savoir si le nommé Daugé n'a pas raconté ce qu'il avait fait avant de venir à Pignerol. Alors vous feriez mieux de m'écrire là-dessus. Le roi en sera très satisfait. Et il est inutile de faire passer la lettre par Monsieur de Saint-Mars. Adressez-la moi directement. Encore une fois, ça prouve qu'il y a vraiment un très grand secret. Mais quel est ce grand secret? On a envie de savoir. Et on aimerait aussi savoir, du coup, est-ce que Lauzun connaît ce secret? Et Louvois va, malheureusement pour Daugé, une idée assez terrible et assez machiavélique pour être sûr, par précaution. En gros, en fait, il va écrire à Monsieur de Saint-Mars: vous allez dire à Monsieur de Lauzun que Daugé et la rivière, donc ce sont les deux vallées, ont été libérés, mais naturellement, vous ne les libérerez pas. Vous allez les mettre dans un cachot de la tour d'en bas, et vous vous arrangez pour que personne dans le donjon, dans la citadelle, dans la ville, ne sache que ces deux hommes sont encore là. Et à partir de là, il n'y a que vous, Monsieur de Saint-Mars, en gros c'est ce qu'il dit, qui connaît l'existence du masque de fer de Daugé. En fait, le plan, c'est que donc Fouquet est mort et Lauzun, à un moment donné, il sort, il est libéré, il a fini son emprisonnement. Et par précaution, parce que du coup on ne sait pas si Lauzun connaît le secret, eh bien on va faire croire à Lauzun et à tout le monde que Daugé et la rivière, parce que les vallées étaient ensemble, ont été libérés. Et le fait de dire que Daugé notamment a été libéré montre que si jamais Lauzun connaissait ce secret, il se dirait: mais finalement
en étant volontaire. Et là, à cause de ce secret, il est enfermé et emprisonné dans un pire de ce qu'il aurait pu avoir, j'ai envie de dire. Donc c'est terrible pour ce pauvre Larivière. Mais voilà, encore une fois, c'est un secret qu'il faut absolument protéger. Et donc, à partir de là, les années passent, toujours sous les mêmes conditions. Et un jour, Monsieur de Saint-Mars est nommé gouverneur de la place d'Exil, située à 50 km de Pignerol. Et à ce moment-là, il emmène avec lui ses 2 prisonniers. En fait, à chaque fois que Saint-Mars va changer d'endroit, il prend avec lui l'homme au masque de fer et du coup aussi Larivière. Pour en gros transporter symboliquement et prendre avec lui le secret du coup. Alors, petite précision, il y a entre-temps d'autres prisonniers qui viennent et tu vas voir, c'est important que je les cite. Alors, il y a premièrement un moine jacobin qui faisait de l'alchimie, qui était mêlé à des affaires un peu louches. Et du coup, il est arrêté et envoyé donc à Pignerol. Ensuite, on a un espion qui s'appelle Dubreuil. Il a vendu des plans de l'armée française aux Allemands et il a été donc arrêté. Et ensuite on a le comte Mattioli qui est italien et qui est ministre du duc de Mantoue. Il était chargé de négocier une vente d'une place à Louis XIV. Sauf que quand il a terminé, on va dire, les affaires, il trahit à la fois Louis XIV et son propre maître, le duc de Mantoue, en vendant la mèche à d'autres prisonniers. Donc ça, c'est une petite parenthèse. Mais du coup, voilà, c'est ces 3 prisonniers qui vont rejoindre Pignerol. Et c'est pour montrer à quel point, par la suite, tu vas voir, ils ne vont pas recevoir le même traitement que Dauger. Alors quand ils arrivent à Exil, malheureusement ils sont traités avec les mêmes conditions que dans l'ancienne prison. Donc la solitude toujours comme avant règne. Ils ne parlent à personne. Ils ne voient personne d'autre que Monsieur de Saint-Mars. Et même, on leur retire leur confesseur. Tellement on a peur que le secret soit dévoilé à qui que ce soit. Et à ce moment-là, Larivière meurt. Le pauvre. Et Monsieur de Saint-Mars, donc quelque temps est passé quand même, il est cette fois-ci nommé gouverneur de l'île Sainte-Marguerite, qui est située juste en face de Cannes. Et pareil, il doit donc emmener Dauger avec lui. Et là, Louvois va écrire à Saint-Mars: il ne faut à aucun prix que personne ne voie son visage, que personne ne l'entende parler, qu'il n'entende personne. Et à ce moment-là, on a une idée. On met Dauger dans une chaise à porteur et on recouvre cette chaise d'une toile cirée, comme ça. Il est à l'abri de la vue de tous. Et le voyage se passe ainsi jusqu'à Cannes. Et si bien que le pauvre Dauger va finir un peu étouffé par cette toile. Et on va le croire même mort à son arrivée. Et c'est de là
Non, c'est juste après. Et c'est là qu'il arrive donc à Sainte-Marguerite. D'ailleurs, on peut toujours, il me semble, visiter sa cellule. En 1694, là, il y a Dubreuil et Matthioli, donc les deux prisonniers que j'ai cités tout à l'heure, qui arrivent, pareil, à Sainte-Marguerite, mais eux arrivent à pied et pas du tout cachés. Et ils ne sont même pas accueillis par Monsieur de Saint-Mars. Et ça, c'est en plus selon l'ordre de Louvois, donc c'est pour montrer à quel point il y a une différence de traitement. À ce moment-là, tous les prisonniers que j'ai nommés, donc même la rivière était déjà mort, mais tout le monde meurt, sauf Dauger et Dubreuil, il me semble, qui à ce moment-là, et c'est là qu'il va recevoir un masque. Et c'est de là que va en quelque sorte naître le fait, l'histoire qu'il est un masque de fer. Parce qu'avant il ne portait pas de masque, c'est que à partir de là. Et on a notamment un témoignage de Lamotte-Guérin, qui n'est autre que le neveu de Monsieur de Saint-Mars, qui témoigne à plusieurs reprises dans des écrits que cet homme porte un masque. Et en 1698, Monsieur de Saint-Mars devient cette fois-ci gouverneur de la Bastille, et là c'est la destination finale de Dauger, alias le masque de fer. Et là on en sait un peu plus, notamment grâce à Pagnol qui s'est penché un peu plus sur la question, et notamment sur le côté financier, économique de cette affaire, puisqu'il découvre qu'en fait, avec toutes les mesures du début jusqu'à la fin, ce simple valet a coûté énormément à la France. Ce qui, évidemment, n'est pas banal, et on peut se poser des questions. On a notamment des témoignages de paysans quand Saint-Mars et Dauger font le trajet de Sainte-Marguerite à Paris, donc Bastille. On a des témoignages de paysans qui étaient présents à l'auberge au château où ils s'étaient arrêtés, et ils parlent d'un homme qui est toujours masqué et qui un soir, quand il regardait par la fenêtre du château, parce qu'ils étaient curieux forcément, ils trouvaient pas ça banal, ont vu cet homme qui était dos à la fenêtre exprès pour qu'il ne voit absolument pas son visage, même s'il était masqué. Mais bon, lors d'un dîner avec Monsieur de Saint-Mars, et sur la table ils ont pu voir deux pistolets sur les côtés. Donc c'est pour dire à quel point la surveillance n'est jamais relâchée. Et évidemment, les paysans n'ont pas pu voir à aucun moment qui pouvait être ce masque de fer. Le trajet donc se passe et ils arrivent à Bastille, et tout ça va se passer comme d'habitude. J'ai envie de dire, il a un peu plus de liberté puisqu'il a le droit d'aller à la messe. Il a le droit de bénéficier d'un médecin, mais le médecin ne voit jamais son visage. Comme c'est étonnant. Et tout ça pendant 5 ans. On dit que Dauger est résigné, apparemment, qu'au niveau de son comportement, il a l'air limite content, on va dire.
voilà, il est content, il est content. Et l'histoire s'arrête en novembre 1703. Après la messe, Dauger a un malaise et il meurt le soir du lendemain, après s'être confessé. Il est enterré au cimetière de Saint-Paul. Et c'est là qu'il y a encore une étrange chose qui se passe, c'est que il est surnommé Marchiali sur l'acte de décès. Pourquoi Marchiali, d'où sort ce nom? On se le demande. C'est pour dire qu'à quel point de A jusqu'à Z, du début jusqu'à la fin, cette histoire est peuplée d'indices. Enfin d'indices, je sais pas si on peut parler d'indices, un valet, d'indices très étranges. Et de faits qui n'ont pas l'air très plausibles. Déjà, moi là, je pense que c'est évident, mais pourquoi on fait tout ça pour un simple valet? Surtout qu'il a coûté énormément, puisque Pagnol le dit très clairement, notamment dans ses écrits, que c'est un prisonnier qui a coûté très très cher, dans les millions de francs, ou je ne sais plus combien, mais très très cher. Et évidemment tout ça pour un simple valet, mais pour un très grand secret, j'ai envie de dire. Mais à mon avis, ça ne pouvait pas être qu'un simple valet. Je pense que je ne sais pas. Pour moi, ce n'est ni un valet ni le frère de Louis XIV. Ça devait être forcément un personnage important. Forcément, parce que ce qui est aussi très étrange, c'est que pourquoi on le maintient en vie si il garde un tel secret qui est tellement dangereux pour le roi, pour l'État, je ne sais pas. Pourquoi on l'élimine pas tout simplement? Pourquoi on le garde en vie avec de telles précautions? C'est ça qui est étrange, et on dit que c'est un valet. Alors, à partir de là, il y a des hypothèses, encore une fois, qui vont émerger. Notamment un historien qui va se concentrer sur le nom d'Eustache Dauger. Et il va découvrir dans des archives un certain chevalier Eustache Dauger de Cavois, qui était assez incroyable d'ailleurs, un camarade de jeu de Louis XIV. Et apparemment il a participé à des affaires louches, que c'était un grand libertin et qui semait beaucoup de zizanie, de bazar. Mais là où malheureusement la thèse n'est plus crédible, c'est qu'on retrouve son activité après l'emprisonnement de l'homme au masque de fer. Donc ça peut pas, encore une fois, ça ne marche pas chronologiquement. Et c'est ça qui est incroyable, je trouve, avec toutes ces thèses, c'est que même quand il y a des thèses qui au début semblent très convaincantes, il y a toujours au bout d'un moment un élément qui fait tout capoter. Et c'est ça que je trouve aussi assez excitant, c'est que à chaque fois on a une nouvelle idée, une nouvelle possible réponse, et en fait non. Et je trouve ça assez excitant en même temps. On peut voir aussi sur un document qu'une historienne a retrouvé la ressemblance de Louis XIV et de Louis Dauger de Cavois, qui est le fils
visage. Et donc, on se dit peut-être qu'il y a un lien de parenté, que Louis Daugé de Cavois aurait pu être le père de ses enfants légitimes, donc, mais aussi de Louis XIV. Mais bon, là encore une fois, moi je suis sûre et certaine que la reine n'a jamais eu d'amant. Ensuite, on pense que ça aurait pu être un vrai valet et que ce valet aurait été embauché par Louvois pour empoisonner son grand rival, on va dire, Colbert, qui était l'autre grand ministre de Louis XIV et qui du coup pour l'empêcher de parler, on l'a fait emprisonner et masqué pour qu'il se taise et pour que Louvois soit tranquille. Mais là encore, pour moi c'est clair que non. Et aussi on a pensé que Fouquet n'était pas mort et que le roi, pressé par son entourage de le faire prétendre mort, a fait croire qu'il était mort et l'a fait emprisonner, masqué pour que personne ne puisse le reconnaître et finalement voir qu'en fait il n'est pas mort. Et éventuellement ça expliquerait du coup la différence de traitement entre certaines périodes. Mais là encore, même si ça peut être convaincant, je trouve que ça ne tient pas debout. Et d'ailleurs cette thèse n'a pas été retenue au final. Sinon on a Pagnol, qui évidemment pense que c'est le frère jumeau de Louis XIV. Pourquoi il pense ça? Parce que, encore une fois, c'est économiquement parlant, à cause des dépenses. Pour lui, le fait d'avoir payé autant d'argent, d'avoir payé autant de sommes, signifie que ça pouvait être quelqu'un d'important, et à tel point que ça ne pouvait être que le frère de Louis XIV. Et aussi à cause de sa ressemblance, qui fait que du coup il a porté un masque. Mais là, encore une fois, je trouve que ça ne colle pas avec la personnalité de Louis XIV d'emprisonner son demi-frère ou son frère, enfin bref, et de le traiter comme ça dans une prison, parce que avec sa fierté du fait de venir de la grande famille des Bourbons, je trouve que ça colle pas. Et puis même, il n'y a pas que ça, c'est qu'il aurait pu l'exterminer direct, ou alors je sais pas, il aurait agi différemment en tout cas. Mais je pense que un élément qui est quand même assez révélateur, c'est le trou qu'on a trouvé quand on nettoyait la chambre de Fouquet. C'est que à ce moment-là, il y a quand même une différence de traitement, parce que quand on découvre le trou, le masque de fer est de nouveau réduit au silence, mais au maximum, c'est-à-dire que il redevient l'anonyme, le prisonnier anonyme total, reclus dans la solitude, alors que juste avant, il pouvait bénéficier de vivre presque normalement, c'est-à-dire de côtoyer d'autres gens, pas énormément, mais le valet, même Fouquet. Enfin, il y a quelque chose qui est bizarre. Et encore une fois, ça montre à quel point il y avait un très très grand secret et qu'on ne connaît malheureusement toujours pas. Mais bon, je me dis que quelque part c'est bien qu'on ne connaisse pas le secret, parce que comme ça nous laisse imaginer,
côté excitant parce que si on connaissait le secret, l'affaire est résolue et puis voilà quoi. Enfin, c'est plus intéressant, alors que là on peut imaginer, on peut réfléchir. Non, j'aime bien. Alors est-ce qu'un jour on pourra savoir, est-ce qu'on aura un élément nouveau qui apparaîtra, je ne sais pas où, mais à un moment donné qui pourrait nous permettre de connaître enfin l'identité, la véritable identité et ce très grand secret si bien gardé? Je ne sais pas. Mais bon, c'est un peu comme par exemple la bête du Gévaudan ou Jacques l'Éventreur, enfin toutes ces énigmes, tous ces mystères là. J'aime beaucoup, j'adore tout ce qui est mystère, énigmes non résolues. Donc c'est pour ça que je voulais vous parler de cette histoire et de vous raconter un peu plus en détail cette étrange énigme. Et puis comme ça fait du chuchotement en même temps. Bon, si jamais t'as des idées, des hypothèses qui te viennent à l'esprit, tu peux éventuellement les dire dans la section des commentaires. Ça m'intéresserait. Mais moi j'ai pas vraiment de théorie ou d'hypothèse vraiment arrêtée. Tout ce que je peux dire, c'est que pour moi c'est pas le frère de Louis XIV, c'est pas un valet. Et voilà.